Loretta Webb a élevé son fils avec ses seules mains et rien d'autre. Pas de mari, pas de filet de sécurité, personne pour venir l'aider. Elle nettoyait les maisons des autres pendant la journée, servait dans un dîner 3 soirs par semaine, puis rentrait après minuit pour aider son garçon à faire ses devoirs à la table de la cuisine. Elle mangeait en dernier pour qu'il mange en premier. C'est bon, mon chéri. MHM. Oui. C'est bon. Mange. Elle se privait pour qu'il ait assez. Elle porta le même manteau pendant 6 hivers afin qu'il puisse avoir de nouveaux vêtements chaque rentrée. Il grandit et finit par posséder 3 propriétés. Il conduisait un Range Rover qui coûtait plus cher que l'appartement dans lequel elle l'avait élevé. Il portait des costumes taillés à la main. Il avait un bureau d'angle au 14e étage avec vue sur la rivière. Il avait plus d'argent sur son compte bancaire que sa mère n'en avait gagné durant toute sa vie. Et un jeudi après-midi de novembre, dans une ruelle glaciale derrière un restaurant de luxe du centre-ville de Newark, il la trouva, pieds nus sur un béton mouillé par un froid de -2 degrés, fouillant une benne à ordures à la recherche de quelque chose à manger. Voici l'histoire de ce qui arrive lorsqu'un fils qui croit avoir tout découvre que la seule chose qu'il ne peut réellement pas se permettre de perdre lui échappe lentement pendant qu'il ne regarde pas. Regardez cette histoire jusqu'au bout, car quelque part dedans se cache un miroir, et la plupart d'entre nous n'aimeront pas ce qu'ils y verront. Loretta Webb avait grandi à Camden, dans le New Jersey, dans une maison où les tuyaux gelaient chaque hiver et où le chauffage fonctionnait seulement quand il en avait envie. Elle était l'aînée de 5 enfants. Elle apprit à étirer $1 avant même d'apprendre les multiplications. Elle apprit à être forte avant d'être assez âgée pour comprendre pourquoi il fallait l'être. Elle se maria jeune. Il s'appelait Raymond. Il était charmant comme le sont souvent les hommes qui finissent par partir. Il disparut lorsque Marcel avait 6 ans. Pas d'adieu. Pas d'explication. Juste une armoire vide un mardi matin et un mot sur la table de la cuisine, disant qu'il avait besoin de se trouver lui-même. Loretta plia le mot, le jeta à la poubelle et partit travailler. Elle nettoyait des maisons dans les quartiers riches de Cherry Hill et Haddonfield pendant la journée. Elle travaillait comme serveuse dans un dîner sur la route 35 3 soirs par semaine. Les autres soirs, elle aidait Marcel à faire ses devoirs à la table de la cuisine. Les week-ends, elle repassait ses vêtements d'école, préparait son argent pour les repas et vérifiait encore ses devoirs, parce qu'une seule fois ne suffisait jamais. Elle ne se plaignait jamais. C'était ce dont tous ceux qui connaissaient Loretta Webb se souvenaient en premier. Elle ne parlait jamais de sa fatigue. Elle ne laissait jamais Marcel voir les moments où elle s'asseyait seule dans la cuisine après minuit, une fois qu'il dormait, pour s'effondrer silencieusement avant de se ressaisir. Très tôt, elle décida que son fils ne grandirait pas en croyant que le monde était dur. Il grandirait en croyant qu'il pouvait affronter ce monde. Lorsque Marcel eut 12 ans, il rentra avec un bulletin rempli de « Loretta emporta ce bulletin au travail le lendemain et le montra à chaque personne dans la maison qu'elle nettoyait. Le soir même, elle cuisina son plat préféré, du poulet frit, des macaronis au fromage et du pain de maïs fait maison. Assis à la table de la cuisine, elle lui dit quelque chose qu'il n'oublia jamais. « Marcel, ton intelligence est assortie. Pas loin de moi, pas loin de cette famille, mais loin de l'idée que ceci est tout ce qu'il existe. Travaille assez dur, va assez loin, puis reviens montrer aux autres enfants des quartiers comme le nôtre que c'est possible. C'est tout ce que je veux de toi. Rien d'autre. » Il n'oublia jamais cela. Il emporta ces mots à Rutgers, puis à la faculté de droit, puis dans chaque tribunal où il entra. Il oublia simplement, quelque part en chemin, de les rapporter jusqu'à elle. Serafina Holloway venait de Princeton. Son père était conseiller financier. Sa mère avait étudié à Princeton et s'assurait que tout le monde le sache. Serafina était belle de cette manière qui donnait toujours l'impression qu'elle restait légèrement hors de portée, même lorsqu'elle se tenait juste devant vous. Elle avait l'art de transformer une pièce entière en audition, comme si chacun devait mériter son attention. Marcel la rencontra lors d'une collecte de fonds pour une fondation d'aide juridique soutenue par son cabinet. Elle était venue avec un homme d'un hedge fund. Marcel passa finalement 2 heures à lui parler. À la fin de la soirée, l'homme du hedge fund était seul au bar et Marcel avait son numéro dans sa poche. Il l'appela dès le lendemain matin. Il aurait dû prêter davantage attention à la toute première chose qu'elle lui dit. Ils étaient au restaurant lors de leur 3e rendez-vous, un établissement pour lequel Marcel avait passé 40 minutes au téléphone afin d'obtenir une réservation. Lorsqu'elle regarda autour d'elle et dit « J'ai toujours l'impression de pouvoir savoir exactement d'où vient quelqu'un simplement en regardant comment il mange. » Marcel rit. Il pensa qu'elle plaisantait. Elle ne plaisantait pas. Ils sortirent ensemble pendant 14 mois. Restèrent fiancés 8. Puis se marièrent un samedi de juin dans un lieu choisi par la mère de Serafina à Princeton. C'était magnifique. Les fleurs coûtaient plus que le salaire mensuel de Loretta. Marcel paya tout sans hésiter,
car Serafina lui avait expliqué, sur un ton qui ne laissait place à aucune discussion, qu'un mariage pareil servait à montrer aux gens ce qu'on était devenu. Loretta vint dans sa plus belle robe, une robe bleu marine achetée chez Macy's et nettoyée spécialement pour l'occasion. Elle pleura pendant les vœux. Elle dansa avec Marcel lors de la danse mère-fils, puisqu'il n'y avait pas de père dont parler. Avant la fin de la soirée, elle prit le visage de son fils entre ses mains et lui dit « Sois bon avec elle, et assure-toi qu'elle soit bonne avec toi. » Marcel embrassa le front de sa mère et lui dit de ne pas s'inquiéter. Lui ne s'inquiétait pas. Il aurait dû. Les changements furent lents. C'était ainsi que travaillait Serafina. Elle ne faisait pas de grands gestes. Elle procédait par petits ajustements silencieux dans l'architecture quotidienne de la vie de Marcel, jusqu'à ce qu'ils deviennent permanents. Cela commença par les visites. Loretta venait à Newark un dimanche sur 2 depuis que Marcel y avait emménagé. Elle prenait le train depuis Irvington, où elle vivait, et Marcel venait la chercher à Penn Station. Ils déjeunaient ensemble, parlaient quelques heures, puis la reconduisaient à la gare. Ils avaient gardé cette habitude pendant 2 ans avant son mariage. 3 mois après celui-ci, Serafina mentionna un soir que ses visites tous les 15 jours compliquaient l'organisation de leur week-end. Elle le dit d'un ton raisonnable. Elle disait comprendre l'importance de sa mère. Elle voulait simplement quelques week-ends pour eux deux, afin de construire leur vie de couple. Marcel trouva cela raisonnable. Il appela sa mère pour lui expliquer. Loretta répondit, « Bien sûr, mon chéri, tout ce dont tu as besoin. » Les visites passèrent à 1 fois par mois, puis 1 fois toutes les 6 semaines. Puis, quand cela s'arrangeait. Et quand cela s'arrange, comme tout le monde le sait, cela veut généralement dire presque jamais. Puis vinrent les appels téléphoniques. Serafina ne lui dit jamais de ne pas appeler sa mère. Elle était plus intelligente que cela. Elle rendait simplement ses appels compliqués. Elle entrait dans la pièce au moment précis où il parlait avec Loretta. Elle lançait une autre conversation, posait une question urgente, créait un besoin immédiat. Marcel levait un doigt pour demander 1 minute, puis la minute s'étirait, jusqu'à ce qu'il finisse par dire à sa mère qu'il devait partir et qu'il la rappellerait plus tard. Il rappelait rarement. Puis Serafina prit le contrôle des finances. Cela semblait logique. Elle était meilleure en organisation. Marcel lui faisait confiance. Depuis qu'il était associé, il envoyait $800 par mois à sa mère. Cela couvrait son loyer à Irvington. Lorsque Serafina prit en main les comptes, il mentionna ce virement automatique. Elle répondit qu'elle s'en occuperait. 3 mois plus tard, les virements cessèrent. Serafina ne dit rien. Elle détourna l'argent vers un compte épargne secret. Chaque mois, $800 y entraient. Marcel ne vérifia jamais. Il lui faisait confiance. Loretta attendait cet argent chaque mois. Quand il cessa d'arriver, elle pensa d'abord à une erreur. Elle appela Marcel. Serafina répondit au téléphone fixe et dit qu'il était en réunion. Elle promit de transmettre le message. Elle ne le transmit jamais. Loretta rappela la semaine suivante. Même réponse. Marcel n'apprit jamais rien. Quand Loretta appela directement son portable, Serafina le remarqua. Elle mentionna doucement à Marcel que sa mère appelait beaucoup ces derniers temps. Juste assez d'inquiétude dans la voix pour donner l'impression qu'elle se préoccupait de Loretta plutôt que de manipuler la situation. Marcel rappela sa mère ce soir-là. Loretta ne parla pas de l'argent. Elle ne voulait pas avoir l'air de se plaindre. Elle demanda simplement comment il allait. Il répondit, « Bien. » Elle répondit, « Bien. » Ils parlèrent 7 minutes puis raccrochèrent. Ce fut leur dernière vraie conversation pendant presque 2 ans. Loretta perdit son appartement d'Irvington en février. Elle y vivait depuis 24 ans. Le propriétaire lui accorda 2 mois de délai, parce qu'il savait quel genre de femme elle était. Mais 2 mois devinrent 3. Puis il n'eut plus le choix. Elle emballa toute sa vie dans 6 cartons et 2 valises. Elle appela une femme de son église nommée Doris, qui avait une chambre libre. Doris dit oui sans hésiter. Loretta resta chez elle pendant 4 mois. Elle ne le dit jamais à Marcel. Elle se répétait qu'elle lui parlerait quand elle aurait réglé les choses. Quand elle aurait un plan. Elle ne lui dit jamais. Elle ne voulait pas qu'il sache qu'elle souffrait. Elle avait passé toute son existence à faire en sorte que son fils ne sente jamais le poids de ses difficultés. Elle n'allait pas commencer maintenant. Puis elle trouva un emploi à temps partiel dans un pressing à Hillside. La docteure poursuivit d'une voix calme. Elle est sévèrement déshydratée. Elle souffre aussi de malnutrition. Son système immunitaire est très affaibli. À son âge, vivre dans ces conditions. Elle ne termina pas sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Marcel sentit quelque chose s'effondrer en lui. Malnutrition. Ce mot tournait dans sa tête comme une accusation. Pendant qu'il commandait des bouteilles de vin à $400 lors de dîners professionnels, sa mère ne mangeait qu'un vrai repas par jour.
Pendant qu'il signait des contrats dans des bureaux avec vue sur la rivière, elle faisait la queue dans des banques alimentaires. Pendant qu'il croyait être un fils reconnaissant parce qu'il envoyait de l'argent qu'il ne vérifiait même plus, elle perdait son appartement, puis sa chambre, puis finalement sa dignité dans une ruelle glaciale derrière un restaurant. « Elle va s'en sortir ?» demanda-t-il. La docteure hocha lentement la tête. « Je pense que oui. Mais elle a besoin de repos, de stabilité, de chaleur. Et honnêtement, elle aurait eu besoin d'aide depuis longtemps. » Depuis longtemps. Ces mots frappèrent plus fort que tout le reste. La docteure repartit. Marcel resta assis sans bouger. Derek était toujours à côté de lui, silencieux. Puis Marcel parla enfin. « J'ai laissé ça arriver. » Derek secoua la tête une fois. « Tu ne savais pas. » Marcel leva les yeux vers lui. « Je devais savoir. » Et c'était ça le vrai problème. Pas qu'il ignorait, mais qu'il était devenu le genre d'homme qui ne regardait plus assez attentivement pour remarquer. Vers 3 heures du matin, une infirmière lui permit d'entrer dans la chambre. Loretta dormait. Une assistance respiratoire légère couvrait son nez. Ses cheveux gris étaient étalés sur l'oreiller blanc. Elle paraissait si petite dans ce lit d'hôpital. Marcel s'assit près d'elle et regarda ses mains. Ses mains avaient nettoyé les maisons d'inconnus pendant 30 ans. Ses mains avaient porté des sacs de course, frotté des sols, repassé ses vêtements d'école à minuit. Ses mains avaient tenu son visage quand il avait peur enfant. Et maintenant elles semblaient fragiles comme du papier. Il prit doucement une de ses mains dans les siennes. « Je suis désolé, maman, » murmura-t-il. « Je suis tellement désolé. » Elle ouvrit légèrement les yeux. Même malade, même épuisé, son premier réflexe fut de le réconforter lui. « Ne pleure pas, bébé, » souffla-t-elle. « Tu es là maintenant. » C'était ça, Loretta Webb, même brisée, elle essayait encore de réparer les autres. Marcel ne rentra pas chez lui cette nuit ni le lendemain. Il resta à l'hôpital 3 jours entiers. Il répondit à ses appels professionnels depuis le couloir. Il annula des réunions. Il ignora des clients importants. Pour la première fois depuis des années, autre chose passait avant sa carrière. Le deuxième soir, pendant que Loretta dormait, il demanda à voir les relevés du compte joint que Serafina gérait. Il lui fallut moins de 20 minutes pour découvrir les virements arrêtés. $800 par mois. Disparus pendant presque 2 ans. Puis il trouva le compte épargne caché. Le sol sembla se dérober sous lui une seconde fois. Quand Serafina arriva à l'hôpital le lendemain matin dans un manteau beige impeccable et des lunettes de soleil hors de prix, Marcel l'attendait déjà dans le couloir. « Tu as arrêté les virements pour ma mère, » dit-il immédiatement. Elle retira lentement ses lunettes. « Marcel, ce n'est pas le moment pour ça. »« Tu as arrêté les virements pour ma mère » répéta-t-il. Elle soupira comme quelqu'un forcé de gérer une conversation fatigante. « Nous avions besoin d'être plus stratégiques financièrement. Tu donnais énormément d'argent à quelqu'un qui aurait dû apprendre à devenir indépendante. » Il la regarda sans comprendre. Indépendante. Une femme de 79 ans qui avait travaillé toute sa vie. Elle t'a appelé, dit-il. Elle t'a dit que l'argent avait disparu. Serafina croisa les bras. Elle appelait constamment, Marcel. C'était devenu malsain. Tu as une carrière, une vie, des responsabilités. Ta mère refusait d'accepter que tu avais évolué. Cette phrase détruisit quelque chose définitivement. Parce qu'au même instant Marcel comprit enfin. Ce n'était pas seulement l'argent. Ce n'était même pas principalement l'argent. C'était l'effacement. Lent. Calculé. Constant. Serafina n'avait pas essayé de lui voler son argent. Elle avait essayé de lui voler sa mémoire. Lui faire oublier d'où il venait. Lui faire oublier qu'il avait construit. Lui faire oublier la femme qui avait sacrifié sa vie entière pour qu'il puisse avoir la sienne. « Sors !» dit-il calmement. Elle cligna des yeux. « Quoi ? Sors de cet hôpital. Et quand je rentrerai à la maison, tu n'y seras plus. » Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, Serafina perdit totalement le contrôle de son expression. « Tu vas jeter notre mariage pour ça ?» Marcel la regarda longtemps. « Non, » dit-il. « Mon mariage est terminé parce que ma mère fouillait dans une poubelle pieds nus pendant que tu me servais du vin dans des verres en cristal. » Elle voulut répondre et elle leva la main. « Je ne veux plus jamais entendre ta voix près d'elle. » Puis il retourna dans la chambre de sa mère et ferma la porte derrière lui. 2 mois plus tard, Loretta vivait dans une petite maison lumineuse près de Branchbrook Park. Pas immense, pas extravagante, mais chaude, paisible, sûre. Marcel avait engagé une infirmière à temps partiel malgré les protestations de sa mère. Il remplissait son réfrigérateur lui-même chaque dimanche. Il venait dîner avec elle 2 fois par semaine minimum, peu importe son travail. Au début, Loretta s'excusait constamment. Pour les dépenses. Pour les dérangements. Pour
tout ce problème. Chaque fois, Marcel répondait la même chose. Maman, tu m'as porté toute ta vie. Laisse-moi te porter maintenant. Le divorce avec Sérafina fut discret mais brutal. Les gens de leur cercle social furent choqués. Certains prirent son parti à elle. D'autres racontèrent des versions différentes de l'histoire. Marcel s'en moquait complètement. Parce qu'une fois qu'on a vu sa mère chercher de la nourriture dans une benne à ordures, l'opinion du monde devient soudain très petite. Le printemps suivant, Marcel emmena Loretta déjeuner dans un restaurant au bord de l'eau. Ils étaient assis dehors. Le soleil brillait doucement sur la rivière. Loretta portait un nouveau manteau bleu clair qu'il lui avait offert. À un moment, elle posa sa tasse de café et le regarda. « Tu sais ce qui me rend le plus heureuse ?» demanda-t-elle. « Quoi, maman ?» Elle sourit légèrement. « Tu es redevenu toi-même. » Marcel sentit sa gorge se serrer. Parce qu'elle avait raison. Le succès ne l'avait pas rendu mauvais point, et elle l'avait rendu distrait point et parfois. Dans ce monde, être distrait assez longtemps est tout ce qu'il faut pour perdre les choses les plus importantes de sa vie. Elle souffre aussi d'une grave déshydratation, et nous constatons des signes de malnutrition importante. Elle présente un léger début de gelure sur 2 orteils. Elle est stable maintenant, mais elle n'était pas loin d'une crise très grave. « Elle va s'en sortir ?» demanda Marcel. Avec un traitement et des soins appropriés, « Oui », répondit la docteure Lilian. « Mais elle doit rester hospitalisée au moins 1 semaine. Et quand elle sortira d'ici, elle aura besoin d'une alimentation correcte, de chaleur, de repos, et surtout d'un endroit sûr. »« Elle l'aura ?» dit Marcel. La docteure Lilian le regarda un instant. Puis elle ajouta, « Elle nous a dit qu'elle vivait dehors depuis plusieurs jours. Elle nous a demandé de ne pas vous dire depuis combien de temps exactement. » Marcel ferma les yeux. La docteure lui dit qu'elle viendrait le prévenir lorsqu'il pourrait voir sa mère. Il se rassit. Derek était parti. Marcel était seul dans la salle d'attente. Une famille, de l'autre côté de la pièce, traversait sa propre crise. Les néons bourdonnaient doucement. L'interphone annonçait des codes d'urgence d'une voix calme. Il trouva le téléphone de sa mère dans la poche de sa veste, celle qu'il avait laissée sur ses épaules quelque part à l'arrière de l'hôpital. Il ne savait pas pourquoi il se mit à fouiller dedans. Une intuition impossible à nommer. Il regarda d'abord le journal des appels. Son propre nom était tout en haut. 31 appels manqués sur 18 mois. Il fit défiler l'écran. Encore son nom. Encore et encore. Toujours sans réponse. Toujours son portable. Il ouvrit ensuite les messages. 18 mois de textos envoyés à son numéro. Il les lut tous. « Je pensais à toi, mon bébé. J'espère que ton dossier se passe bien. J'ai appelé hier. Je sais que tu es occupé. Tu me manques. Il commence à faire un peu froid ici. J'espère que tu restes bien au chaud. Joyeux Thanksgiving. Mon bébé, où que tu sois. » Puis il arriva à un message datant de 8 mois plus tôt. Plus long que les autres. « Marcel, je sais que cela fait longtemps que nous n'avons pas parlé. Je sais que tu es très occupé et je suis tellement fier de tout ce que tu as construit. Je veux simplement que tu saches que, quoi qu'il arrive, je suis fier de toi. Je t'aime plus que tu ne le sauras jamais. Tu as toujours été la plus belle chose qui me soit arrivée. Je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Je t'aime. Maman. » Il resta assis très longtemps après ça. Puis il écouta les messages vocaux. Et il y en avait 9. Il les écouta dans l'ordre. Les premiers étaient légers, naturels. « Coucou mon bébé, c'est maman. Je voulais juste te dire bonjour. Rappelle-moi quand tu auras 1 minute. » Les derniers devenaient plus courts, plus silencieux. Le tout dernier datait de 7 mois. « Marcel, mon bébé, c'est maman. Je n'appelle pas pour quelque chose d'important. Je voulais juste entendre ta voix. Je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Je t'aime. D'accord, au revoir, mon bébé. » Marcel resta assis dans cette chaise de salle d'attente, le téléphone fissuré de sa mère entre les mains, et comprit quelque chose qu'aucune réussite professionnelle ne l'avait préparé à comprendre. Il n'avait pas été absent parce qu'il était occupé. Il avait été absent parce qu'il avait laissé quelqu'un fermer lentement et méthodiquement la porte entre lui et sa mère pendant qu'il se tenait de l'autre côté en se répétant que tout allait bien. Et il y avait cru parce qu'y croire était plus facile que vérifier. Il fut autorisé à la voir à 2 heures du matin. Elle était allongée dans un lit d'hôpital, une perfusion au bras et des tubes d'oxygène sous le nez. La couleur revenait très lentement sur son visage. Elle semblait petite dans ce lit. Pour Marcel, elle avait toujours paru plus grande que sa taille réelle. L'hôpital la faisait apparaître telle qu'elle était réellement, une femme de 79 ans qui avait traversé trop d'épreuves pendant trop longtemps. Il s'assit près d'elle et prit sa main. Elle ouvrit les yeux. Elle le regarda. « Tu n'es pas obligé de rester, dit-elle. »« Je reste, répondit-il.
Ils restèrent silencieux un moment. Les moniteurs émettaient de petits bips réguliers. Le couloir résonnait des bruits nocturnes propres aux hôpitaux. Puis elle demanda, « Marcel, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vraiment parlé tous les deux ?»« Trop longtemps, répondit-il point. »« Maman, il faut que je te demande quelque chose. »« D'accord. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais des problèmes? Pourquoi tu ne m'as pas appelé pour me le dire ?» Elle fixa le plafond quelques secondes avant de répondre. « Je t'ai appelé, mon bébé. Beaucoup de fois. Je sais. J'ai vu les appels. Mais pourquoi tu ne m'as pas expliqué à quel point c'était grave dans les messages? Pourquoi tu ne m'as pas dit ce qui se passait vraiment? » Elle tourna la tête vers lui. « Parce que je ne voulais pas être un poids pour toi, » dit-elle. « Je ne voulais pas que tu te sentes obligé de tout abandonner pour moi. Tu as travaillé tellement dur pour arriver là où tu es. Je ne voulais pas te tirer en arrière. Maman, c'est toi qui m'as élevé. Tu n'as jamais été un poids. Tu as toujours été la raison de tout ça. » Elle le regarda longuement. Puis elle dit doucement, « Sérafina m'a dit que tu avais besoin d'espace. » Il se figea. « Quoi ?» Elle parla lentement, comme quelqu'un qui portait ce souvenir depuis longtemps. « Environ 1 an après ton mariage, j'ai appelé chez vous. » Sérafina a répondu. Elle était polie. Toujours polie. Mais elle m'a dit que tu traversais une période stressante au travail et que tu lui avais demandé de gérer tes appels personnels pendant quelque temps. Elle a dit que tu avais besoin de te concentrer et que tu me contacterais quand tu serais prêt. Marcel sentit un froid lui traverser le corps, un froid qui n'avait rien à voir avec la température de la chambre. « Elle t'a vraiment dit ça? » « Elle le disait comme si elle me rendait service, » répondit Loretta. « Comme si elle te protégeait contre les dérangements. J'ai pensé que c'était peut-être vrai. Tu as toujours tellement travaillé. Je ne voulais pas t'embêter. Elle t'a dit que je lui avais demandé de filtrer tes appels. Elle était très convaincante, Marcel. Elle m'a même appelé plusieurs fois après ça. Toujours gentille. Toujours avec une excuse pour expliquer pourquoi tu ne pouvais pas venir au téléphone. Au bout d'un moment, j'ai commencé à penser que tu n'avais plus besoin de moi. Peut-être que c'était simplement comme ça quand les garçons deviennent des hommes. » Il resta immobile. « Je ne lui ai jamais demandé ça, » dit-il enfin. « Jamais. Je ne savais même pas qu'elle faisait ça. » Loretta le regarda sans répondre. « Maman, l'argent que je t'envoyais, » dit-il. Il a cessé d'arriver. Elle ferma les yeux. « Il y a environ 3 ans, » murmura-t-elle. « J'avais mis ça en virement automatique. Elle gérait nos finances. Je croyais que ça continuait. Je sais, mon bébé. Je me doutais qu'il s'était passé quelque chose comme ça. Et tu as compris ça sans me le dire. Je pensais toujours que j'allais réussir à arranger les choses avant de t'en parler, pour que ce ne soit pas une si mauvaise nouvelle quand je te le dirai. » Il posa son front contre le bord du lit. Il resta ainsi un long moment. Elle posa sa main sur sa tête. « Ce n'est pas ta faute, » dit-elle. « Maman, non. Je suis sérieuse. Tu ne savais pas. J'aurais dû savoir. J'aurais dû vérifier. J'aurais dû venir moi-même au lieu de supposer que tout allait bien. Tu es là maintenant, » dit-elle doucement. « Oui, je suis là maintenant. Et ça compte. » Il resta près d'elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Puis il demeura assis dans le fauteuil à côté du lit, à regarder sa poitrine se soulever lentement pendant que la machine surveillait son oxygène. Les chiffres remontaient peu à peu. Lentement. Régulièrement. Il les regarda jusqu'au lever du jour. À 7 heures du matin, depuis le parking de l'hôpital, il appela Sérafina. Elle répondit à la 2e sonnerie. Sa voix était encore endormie. « J'ai retrouvé ma mère hier soir, » dit-il immédiatement. Silence. Elle fouillait dans une benne derrière le restaurant Aldridge's. Pieds nus. Par -2 degrés. Elle souffre d'une pneumonie, de malnutrition et de gelure. « Marcel, je peux expliquer. Je sais que tu peux expliquer. Tu es très doué pour ça. Mais cette fois, écoute-moi plutôt. » Elle se tut. J'ai trouvé son téléphone. J'ai vu 18 mois d'appels que tu as interceptés. J'ai vu les messages que tu ne m'as jamais montrés. Elle m'a raconté ce que tu lui as dit, comme quoi j'avais besoin d'espace, comme quoi tu gérais mes appels. Je protégeais notre mariage, répondit Sérafina. Elle était trop présente. Elle appelait chaque semaine, débarquait sans prévenir. J'avais besoin qu'on ait notre propre vie. Elle appelait au maximum 1 fois par mois. Et après la 2e année, presque plus jamais. Parce que tu l'avais convaincue que je ne voulais plus lui parler. Ce n'est pas ce que je... Elle a perdu son appartement. Elle a vécu dans un refuge. Elle mangeait dans des banques alimentaires. Elle dormait dans une pension du Southward et fouillait les poubelles pour manger parce que les 800 $ par mois que je croyais lui envoyer n'arrivaient plus depuis 3 ans. Où est passé cet argent, Sérafina? Silence. J'allais te le dire, murmura-t-elle. Je vais te poser la question une dernière fois.
Où est passé l'argent? Je l'ai mis sur un compte épargne, admit elle. Je voulais l'utiliser pour l'acompte de la maison à Westfield. Celle que je t'ai montrée en mai. Je comptais te dire que c'était des économies supplémentaires qu'on avait accumulées. Je sais comment ça sonne. Ça sonne exactement comme ce que c'est. Marcel, s'il te plaît, on peut parler de tout ça, on peut arranger les choses. Mon avocat te contactera la semaine prochaine, dit-il. Tu es avocat toi-même, répondit-elle faiblement. Oui, mais je ne serai pas objectif sur cette affaire. Puis il raccrocha. Il resta quelques minutes dans le parking. Il pensa à tout ce qu'il ressentait et décida qu'il aurait le temps plus tard de traverser toute cette colère correctement. Pour l'instant, sa mère était dans un lit d'hôpital à l'étage, et c'était la seule chose importante. Il remonta. Loretta passa 9 jours à l'hôpital universitaire. Marcel vint chaque jour. Il prit un congé au cabinet. Son associé principal lui dit « Prends tout le temps qu'il te faut ». Derek géra ses dossiers actifs. Marcel resta auprès de sa mère chaque jour. Ils parlèrent vraiment. Comme autrefois, quand il était enfant et qu'ils restaient assis tous les deux à la table de la cuisine à minuit. Elle lui parla de l'appartement, de Doris, du refuge à Élisabeth. Elle racontait tout simplement, sans apitoiement, sans dramatiser, avec ce calme particulier des femmes qui ont traversé tant d'épreuves qu'elles ne sont plus surprises par la difficulté. Il écouta sans jamais l'interrompre. Elle lui parla aussi d'une femme rencontrée à la banque alimentaire, Clara, qui avait une fille en Floride à qui elle ne parlait plus depuis 4 ans. Elles s'asseyaient ensemble le mardi matin et parlaient de leurs enfants. Clara répétait toujours « Ils reviennent toujours ». Loretta n'avait jamais dit à Clara qu'elle n'était plus certaine que son fils reviendrait un jour. Elle souriait simplement et acquiesçait. « Je suis désolée que tu aies traversé tout ça, » dit Marcel. « Moi non, » répondit-elle. « Ça m'a appris que j'étais plus forte que je le pensais. Et ça m'a montré que tout ce que j'ai investi en toi en valait la peine. Parce que tu es là. Je serai toujours là désormais. Je te le promets. » Elle le regarda avec cette expression qu'elle avait depuis qu'il l'avait retrouvée. Comme si elle essayait de mémoriser son visage. « Marcel, est-ce que je peux te dire quelque chose? » « Bien sûr. Je n'ai jamais cessé de parler de toi. Même quand je croyais que tu étais passé à autre chose. Même au refuge, chez Doris ou dans cette pension. Quand quelqu'un me demandait si j'avais de la famille, je répondais toujours oui. Je disais, j'ai un fils. Il est avocat à Newark. C'est l'un des meilleurs. Je n'ai jamais arrêté de le dire. Il prit sa main sans répondre pendant un long moment. Il lui trouva ensuite une maison à Maplewood. 3 chambres, un porche baigné par le soleil de l'après-midi et un jardin avec un érable qui était nu en ce mois de novembre mais qui serait magnifique au printemps. Le quartier était calme. Il y avait une épicerie à 4 pâtés de maison et une église 2 rues plus loin, ainsi qu'un parc au bout de la rue. Il meubla la maison lui-même, non pas avec des objets sortis d'un showroom. Il emmena Loretta avec lui lorsqu'elle fut assez forte, et ils traversèrent ensemble un magasin de meubles à South Orange pendant qu'elle lui montrait ce qu'elle aimait. Un fauteuil bleu qui lui rappelait celui qu'ils avaient à Camden lorsqu'il était petit. Une table de cuisine avec 4 chaises qu'elle trouvait parfaites. Un cadre de lit qui lui semblait solide. Il acheta tout ce qu'elle désigna du doigt. Il aménagea la maison la semaine où elle quitta l'hôpital. Il remplit le réfrigérateur et le garde-manger. Il posa ses médicaments sur le comptoir de la cuisine avec une liste indiquant quand prendre chacun d'eux. Il posa son téléphone sur le chargeur près du lit. Il s'enregistra lui-même comme premier contact, son numéro tout en haut. Le jour où il la ramena chez elle, elle resta un moment sur le perron avant d'entrer. L'air de novembre était froid, mais elle resta là malgré tout. Elle regarda l'érable, la rue silencieuse et le ciel pâle de l'après-midi. Il se tenait à côté d'elle. « C'est trop, Marcel, dit-elle. « Ce n'est même pas assez, répondit-il. « Tu n'as pas besoin de faire tout ça, dit-elle. « Maman, dit-il, tu m'as préparé un déjeuner pour l'école tous les jours pendant 12 ans sans jamais oublier une seule fois. Pas une seule. Même quand nous n'avions presque rien, il y avait toujours un déjeuner. Ça ne se rembourse pas. Ça ne peut qu'être honoré. Alors laisse-moi l'honorer. » Elle le regarda. « Depuis quand es-tu devenu si sage? Demanda-t-elle. « J'ai eu une bonne professeure, répondit-il. Elle rit. C'était la première fois qu'il l'entendait rire depuis la ruelle. Cela sonnait exactement comme dans son souvenir. Grave, sincère, venant de très loin avant d'atteindre son visage. Il garda ce son dans sa poitrine comme quelque chose qu'il ne laisserait plus jamais partir. Et elle se rendit ensuite à Maplewood tous les dimanches. Il arrivait à 9 heures du matin et restait jusqu'à l'après-midi. Il apportait parfois des courses. Il s'asseyait avec elle dans le fauteuil bleu et regardait les informations. Elle le faisait manger comme elle l'avait toujours fait.
Comme si s'assurer qu'il ait assez à manger était un réflexe qu'elle garderait jusqu'à son dernier souffle. Ils recommencèrent à jouer aux cartes les dimanches après-midi. Au spade, comme elle lui avait appris quand il était enfant. Elle était meilleure que lui, et elle le savait, et elle ne faisait preuve d'aucune modestie à ce sujet. Elle le battit 4 dimanches d'affilée. Et le 5e dimanche, lorsqu'il gagna enfin, elle examina les cartes avec attention comme si elle cherchait une preuve de tricherie. Un dimanche de décembre, il lui parla de la procédure de divorce. Il lui raconta sans drame. Seulement les faits. Elle l'écouta calmement. Puis elle dit, « Je veux que tu saches que je ne la blâme pas pour tout. » « Maman, dit-il. Je suis sérieuse, répondit-elle. J'aurais dû me battre davantage. J'aurais dû prendre un train et venir frapper à ta porte. Je n'arrêtais pas de me dire que je ne voulais pas causer de problème. Mais une mère qui aime son fils cause un peu de problème quand c'est nécessaire. J'aurais dû en causer davantage. Rien de tout cela n'était de ta faute, dit-il. Peut-être pas, répondit-elle. Mais j'aurais pu être plus insistante. Souviens-toi de ça, Marcel. Quand les gens que tu aimes deviennent silencieux, parfois tu dois faire du bruit à leur place. N'attends pas d'être invité. Présente-toi, c'est tout. Il nota cette phrase dans son téléphone ce soir-là. Il la relut souvent dans les mois qui suivirent. Le printemps arriva lentement à Maplewood. L'érable dans le jardin de Loretta bourgeonna à la fin mars. En avril, les premières petites feuilles apparurent. Loretta les remarqua depuis le perron un samedi matin et appela Marcel pour lui en parler avec l'enthousiasme précis d'une femme qui avait eu froid pendant très longtemps et qui découvrait soudain combien la chaleur était précieuse. Il vint cet après-midi-là simplement pour regarder l'arbre avec elle. Ils restèrent dans le jardin à le contempler. Ce n'était rien de spectaculaire. Juste un arbre dans un jardin d'une banlieue du New Jersey en avril. Mais Loretta tenait une tasse de café entre ses mains. Elle portait de vraies chaussures. Son manteau était chaud et elle se trouvait dans un jardin qui lui appartenait. Et elle pensa à la ruelle. Il pensa aux pieds nus sur le béton mouillé. Il pensa à quel point cela avait été proche. Quelques nuits supplémentaires dans ce froid, et les médecins avaient dit qu'il était possible qu'elle ne survive pas à la pneumonie. Et elle ne se permit pas d'y penser trop longtemps. Depuis novembre, il avait appris qu'il existait une autre version de cette histoire, avec une fin différente, une version dans laquelle il n'avait pas retrouvé sa mère. Et cette version-là, il refusait d'y sombrer. L'histoire qu'il avait, c'était celle où il l'avait trouvée. Il devait continuer à vivre dans cette histoire. À quoi penses-tu? Demanda-t-elle. À rien, répondit-il. Tu fais cette tête que tu faisais quand tu étais enfant et que quelque chose te tracassait, dit-elle. Je pensais juste à quel point je suis heureux que tu sois là, répondit-il. Moi aussi, mon bébé, dit-elle. Moi aussi. Elle prit sa main. Sa main était chaude maintenant. Vraiment chaude. Les gelures avaient complètement disparu selon les médecins lors du contrôle de février. Son poids était revenu à la normale. Sa toux avait disparu. La pneumonie aussi. Lors du dernier rendez-vous, le médecin l'avait déclaré, et c'étaient ses mots exacts, elle est remarquablement résistante. Vous n'avez aucune idée, avait répondu Marcel. Loretta avait lancé au médecin un regard qui signifiait qu'elle était parfaitement d'accord avec Marcel et trouvait son étonnement légèrement amusant. Ils restèrent dans le jardin jusqu'à ce que la lumière commence à changer. Puis ils rentrèrent. Elle prépara le dîner et ils s'assirent à la table aux 4 chaises pour manger ensemble et parler de choses sans importance. L'arbre, le chien du voisin qui aboyait trop, les chances des nets cette saison. Des petites choses. Des choses normales. Le genre de choses dont les gens parlent lorsqu'ils ne sont plus en crise, lorsque l'urgence est passée et qu'il ne reste plus que la vie ordinaire vécue près de quelqu'un qu'on aime. Marcel avait passé longtemps à poursuivre l'extraordinaire. Les grandes affaires, les gros règlements, les grands chiffres. Pendant longtemps, il avait confondu la taille des choses avec leur valeur. Assis à la table de cuisine de sa mère un dimanche soir, mangeant un repas qu'elle avait préparé et l'écoutant se plaindre du chien du voisin, il comprit enfin ce qui lui avait manqué et ce qu'il avait failli perdre. Noter ce qui ne laisserait plus jamais lui échapper. Pour rien au monde. Pour personne. Plus jamais. Et si vous êtes arrivé jusque-là, laissez un commentaire et dites-moi. Avez-vous encore votre mère auprès de vous? Appelez-la. N'attendez pas le bon moment. N'attendez pas que les choses se calment. N'attendez rien. Appelez-la simplement et dites-lui que vous l'aimez. Certaines personnes donneraient tout ce qu'elles possèdent pour avoir une seule chance supplémentaire d'entendre la voix de leur mère. Et ne soyez pas la personne qui comprend cela trop tard. Aimez cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire et abonnez-vous pour ne jamais manquer nos prochaines publications.